Coucou papa. Bien, comme on t'a dit hier, on a trouvé un livre sur internet qui, on pense, est susceptible de t'intéresser, qui s'appelle Sur les pistes d'Oubangui, la mission de Berberati en Oubangui-Chari, qui a été écrit, on pense, entre 1947 et 1953 ou 52. Il a été publié en 1953 par le père Édouard. Donc on sait que tu as un peu de mal à lire maintenant, même sur ordinateur. Donc on te propose de t'asseoir confortablement, d'ouvrir bien grand tes oreilles. Et voilà, et on te souhaite une bonne écoute. À plus tard, gros bisous. Chapitre 1. Un peu de géographie. Placez votre index sur Tunis, puis piquez à travers les oliveraies, les oasis, puis les sables du Sahara vers le centre du continent. Maintenant, vous tracez votre itinéraire à travers les steppes du Tchad. Vous ridez la surface du lac Tchad, troublant le sommeil de ses crocodiles. Continuez votre mouvement à travers les savanes, écartant et effarouchant des troupeaux d'antilopes, de girafes, de buffles et d'éléphants. Bientôt votre doigt franchit les rouleaux verts des galeries forestières et hésite devant le rideau opaque et continu de la grande forêt qui ceinture l'Afrique. La course nord-sud de votre bras est terminée. Elle a couvert 3500 km environ. Dans une clairière, à 50 km à peine de la bordure, des pâtés de maisons blanches, groupés en 4 blocs, occupent chacun un petit plateau. Vous êtes à Berberati, centre administratif, commercial, minier et missionnaire. Ramenez votre index au creux du golfe de Guinée, au pied du mont Cameroun et rejoignez en ligne droite horizontale le point terminal de votre tracé nord-sud. Effleurant les eaux glauques et chaudes du Vouri, puis les sommets de l'impressionnante Sylve, troublant les toucans et les perroquets dans leurs disputes, les singes dans leurs acrobaties, frôlant les hautes herbes et les bosquets des savanes inhabitées, vous touchez au terme à l'intersection de la première ligne. Vous venez de tracer une ligne de 1000 km en parallèle et non loin de la ligne de l'équateur. Berberati est la deuxième ville du territoire de l'Oubangui qui se trouve dans la Fédération de l'Afrique équatoriale française. C'est le centre du vicariat apostolique qui porte son nom. Pour d'autres, Berberati est avant tout la capitale du diamant français. L'importance de ce petit poste vient des divergences de vues sur la richesse. Pour les diamantaires du 9e arrondissement, elle réside dans les petites pierres que l'on trouve dans les rivières de la Haute Sangha. Mais, pour le missionnaire, elle est dans cette âme enrobée dans ce corps noir qui chante sa joie et pleure ses deuils. Ni la petite pierre, ni le noir ne savent leur valeur. L'une avant qu'elle ne vienne au jour, l'autre tant que le missionnaire ne lui a pas révélé combien Dieu l'aime et la cherche. La forme du vicariat. Jetez vos yeux sur la carte de cette mission et constatez au premier aspect que par l'effet des délimitations ordonnées par Rome, elle présente la forme d'un étui à revolver. Il n'y a là aucun symbole. Nous ne sommes pas au Texas. Les capucins qui évangélisent ces contrées ne voient dans leur horizon ni derrick de puits à pétrole, ni ranch peuplé de cow-boys, mais, tout comme en Amérique, de vastes champs de coton en savane, des plantations de café et, dans les marigots de la forêt, des exploitations de diamants. Encore ces petits témoins du travail des hommes sont-ils parsemés chichement dans une immensité qui donne la sensation de la désolation. L'aspect du pays dans son relief. Le pays n'est montagneux qu'à l'ouest, sur la limite du Cameroun français. Ailleurs, il est simplement montueux,
et dans la bande nord qui confine au Tchad, il est plat. Les parties accidentées nous livrent des horizons plus ou moins dégagés, selon que vous les trouvez en forêt ou en zone dépouillée. Le regard peut porter à 80 km dans la région de Boire et à une trentaine de kilomètres seulement sur les ondulations de Berbérati. La forêt. À Nola, au sud, vous êtes dans le royaume de l'eau et de l'arbre. Face à la mission, bâtie sur un mamelon qui servit jadis de poste d'observation aux Allemands, se dresse, en pain de sucre, couvert de la végétation équatoriale du pied au sommet, la montagne de Brazza. Là, deux grosses rivières confluent et donnent naissance à la Sangha, navigable jusqu'au Congo. La forêt recèle dans son silence son éternel mystère, rompu par le cri martelé du gorille et l'appel de la panthère. Dans sa profondeur, les soirs de supplication aux esprits, ou les nuits de bruyante exultation, les grondements du tam-tam des pygmées frappent les gigantesques fûts qui se renvoient, indifférents, ces échos de joie ou de pleurs. Richesse profuse de toutes les essences d'arbres capables de meubler somptueusement l'humanité entière. Elle demeure inexploitée. Là, depuis des millénaires, s'élève, puis retombe au néant humide pour surgir de nouveau. Les acajou bruns, roses, rouges, sanglants, bois d'or, bois de citron, bois aux veines violettes, ébénier, bois de fer. La population est moins dense que la forêt. Où abonde l'arbre, l'homme est rare. Prenons la route du nord. Heureux sommes-nous si un arbre, mis à bas par la tornade de cette nuit ou de ce matin, ne barre le passage, comme nul autre obstacle ne saurait le faire. Si vous êtes le premier routier du jour, et si votre véhicule ne s'est pas pris à la glu de l'argile molle, alors courage. Prenez la hache ou la scie et, secondé par votre boy, commencez à trancher la section de fût qui servira à votre passage. À la baramine ou au câble, vous tâcherez de déporter la bille en bordure de la piste. Si un autre routier n'est venu entre-temps à votre aide, ce travail pourra vous demander une demi-journée. Alors, soufflant, vous reprenez votre volant. Entre les plateaux sableux où s'alignent les cases des indigènes, la route, couleur rouge, pique vers les bas-fonds entre deux murailles végétales. Les freins ne sont pas ici un accessoire de luxe. Après avoir passé le pont métallique construit d'hier sur la Mambéré, nous débouchons à Bagna. Par une succession de galeries forestières et de savanes, nous atteignons ensuite Berbérati. Cube blanc à véranda, chapeauté de tôle qui fulgure au soleil. Sous l'ombre opaque des manguiers, à travers ces rideaux de palmiers, ces assauts de bougainvilliers, vous voyez s'activer ces commerçants, ces fonctionnaires, ces miniers. Vous voyez aussi passer la robe blanche d'un missionnaire ou d'une sœur. Des groupes d'oisifs sont assis sur les marches des vérandas. Si, nous détournant pour 2 jours du tracé direct sud-nord, vous voulez visiter la région, qu'on appelle les Boucarés.
Vous ne plaindrez pas votre peine, car il faudra marcher. Et vous pourrez alors goûter, dans le fracas des torrents et sur les arrondis des montagnettes, le plaisir de retrouver en Oubangui un coin des Pyrénées. Mais avançons tout droit, puisque notre programme doit nous faire toucher les missions pour en connaître la position et le cadre, laissant pour d'autres voyages la tournée de brousse ou de forêt. Carnot. Nous avons épousé le mouvement de la route depuis Berbérati, soit au long de 95 kilomètres. Nous avons plongé, nous nous sommes relevés, nous avons traversé les petits plateaux garnis de très pauvres hameaux. Des torrents, aux eaux limpides, coulent sur les graviers blancs et sur les tables de grès. Carnot est un petit poste coquet sur un amas de verdure face à la belle Mambéré. La mission se résume en une case à l'allure de vieux presbytère campagnard et une chapelle de pierre inachevée d'allure très franciscaine. Saint-Damien, avant les réparations faites par François Bernardone. L'année mariale verra les travaux de ce gentil sanctuaire repris et menés à bon terme. Le paysage s'éclaire. La route devient de plus en plus accidentée. Plus de repos pour le frein ni le levier de vitesse. C'est la vallée de la Nana. Les poètes l'eussent chanté si cette terre en eût produit. Partout des torrents, des tentacules de verdure comme des bras avancés de la forêt qui voudraient embrasser ces hautes collines qui s'y refusent. Il semble que cette contrée attende les hommes qui en feront, par leur travail, une louange au Créateur. Par paliers, nous montons dans un décor dépouillé. Des blocs usés par l'érosion émergent du sol gris ou brun. Sur ces blocs de granit, des chèvres et des enfants s'amusent. Les cases y sont jetées pêle-mêle. La montagne. Boire. Nous voici dans l'Auvergne de l'Oubangui. Nous sommes à 1000 mètres d'altitude environ. Tels de hauts sillons, les plis de ces montagnes s'étirent suivant la frontière du Cameroun pour mourir vers celle du Tchad. À son terme, ce système de montagnes se présente comme de grands châteaux en ruine. Les éboulis finissent dans la cuvette tchadienne. La saison des pluies renouvelle chaque année le miracle de la végétation. Et si vous abordez de flanc les monts Carrés, c'est leur nom, vous vous croyez dans les garrigues de Provence. Boire, ville militaire de création récente, possède une belle mission aux œuvres scolaires prospères et dont l'Église, surprise par cette brusque croissance, ne peut recevoir tous ceux qui veulent le dimanche y entrer. Des missions restent à fonder dans ces montagnes où se trouvent 2 centres de population intéressants, situés à 1100 mètres d'altitude, Baboua et Bokaranga. Pour cette pénétration, on attend les ouvriers. Bozoum. Quittant la montagne en direction de la plaine, vous rencontrez ce poste, le plus central du vicariat apostolique, installé de façon originale sur des pitons latéritiques. Le rocher, gris à boire, le mamelon rouge à Bozoum. L'administration, la Cotonaf, l'hôpital, la mission, chacun de ces organismes règne sur son tertre de rouille.
Mais ce ne sont pas des féodalités rivales. Les communications et l'entente mutuelle tournent au meilleur service des Noirs. La mission est l'une des plus vieilles du vicariat. Quoique un peu fripée dans ses bâtiments, elle est vivante dans son école, son scoutisme et sa chrétienté. Elle est jeune surtout par les deux fondations qui sont sorties d'elle, les missions de Bossangoa et celle de Pawa. Les savanes. Allons vers cette partie de la carte étui à revolver, qui serait la poignée. Bozoum est dans notre dos, et nous entrons dans la forêt savanienne qui ressemble singulièrement au petit bois de chêne du Quercy. Les plantations de manioc, de mil et de coton aux abords des villages y découpent des carrés nets, et les feux de saison sèche de vastes aires qui charbonnent de décembre à mars. L'ouam, aux eaux vertes, roule sur les rochers gréseux, accompagné par le mouvement mourant des montagnes. Il faut plusieurs heures de bonne marche en camion pour atteindre Bossangoa. Bossangoa, la reine des savanes, étale ses villages au feu du ciel comme feraient les enfants de multiples pâtés sur une plage. De l'ombre, vous ne trouverez à la verticale que celle que vous offre le cône de la Paillote. 2 domaines reposent l'œil dans cette clairière impitoyable, partagée par le ruban de l'Ouam. Ce sont le poste administratif dans ses alignements de manguiers et d'orangers et dans son massif de cassia, et la mission catholique, dont les arbres nourrissent leurs racines dans une terre apportée dans des trous creusés dans la carapace de latérite superficielle. La mission est récente, dans un pays fortement tenu par le protestantisme américain. Après quelques années d'efforts appliqués, l'essor est pris et la petite mission satellite de Kuki bat dans la brousse le rappel des conversions massives. Par une suite de seuils de schiste et parmi les éboulis de blocs latéritiques, grosses boules ou blocos rouillés, nous avons parcouru les 160 kilomètres qui séparent Bossangoa de Marakunga ou Fort Brusso. Nous avons laissé la grande mission de Bossangoa dans les champs de ses écoliers, le bruit des machines de son bel atelier artisanal, et nous voici dans la grande paix du silence. C'est le point extrême du vicariat dans ses fondations. La Nana Baria, rivière paradisiaque où viennent s'abreuver toutes les bêtes de la faune tchadienne, fait la séparation des 2 territoires, Ubangui et Tchad. Une petite mission, visitée régulièrement, attend son titulaire. La population justifierait par ses bonnes dispositions la présence d'un père. Nous poussons vers l'est, jusqu'à Batangafo. Joli poste sur ces buttes dont le pied est arrosé par l'Ouam. C'est la porte du pays Sara, qui s'étend vers Fort Arcambault. Là aussi, une jeune chrétienté attend son père. Nous redescendons vers le sud, toucher Bouka, où s'amorce une mission avec école. C'est la zone de passage de la savane à la forêt de nouveau. Les galeries y sont déjà amples et touffues. Conflux de races, Bouka, comme tous les lieux de rencontre ethnique, demandera aux missionnaires une patience particulière et du doigté. Pawa. Nous avons laissé dans la plaine ardente et nue qui amorce le Tchad, au nord de Bozoum, le poste de Pawa,
ceinturé de cultures de mil et de coton. Ces flamboyants veulent ajouter du feu à celui du ciel, comme s'il n'y suffisait pas. Une missionnette, signalée par une chapelle bâtie il y a 7 ans, vient de prendre vie par la présence de 2 missionnaires. Dans ce secteur, la population est dense. Ce sont des cousins de Sarah. Et les possibilités d'apostolat permettent toutes les espérances, que seul limitera notre petit nombre. Le climat. Il s'exprime ici par 2 saisons. Ces 2 saisons ne se caractérisent point tant par le froid et le chaud que par les pluies et la sécheresse. Le froid que nous expérimentons en France ne s'y fait point sentir. Comme d'un point extrême à l'autre de notre carte, la distance est de quelques 700 km, le régime varie du sud au nord. Vers l'équateur, au sud, les pluies commencent plus tôt et durent plus longtemps. Elles créent et nourrissent la forêt. La sécheresse se prolonge à mesure que nous nous éloignons vers le nord. Néanmoins, partout, les mois de novembre, décembre et janvier sont les mois de détente. La température peut tomber à 12 degrés et même 5 degrés la nuit. Elle remontera à 35 et 40 degrés vers midi. En période pluvieuse, le thermomètre se maintient dans une moyenne de 23 à 30 degrés. Mais alors, l'évaporation rapide fait de l'atmosphère ce que les coloniaux appellent le pot de colle. La caractéristique de la saison des pluies est de faire son entrée et sa sortie en grande fanfare. La tornade accourt de l'est, en un front noir, tel celui d'un buffle furieux, piaffant et beuglant. Les éclairs jaillissent du ciel d'ardoise et frappent la terre comme des lances gigantesques. C'est comme une barrière de feu couronnée par des rubans de magnésium, cerclant des ballots monstrueux de nuages jusqu'aux limites de l'horizon. La terre tremble. Les morts d'hommes foudroyés sont fréquentes. Chaque saison, des cases brûlent dans les villages. Les toitures des maisons européennes s'envolent comme des feuilles d'automne. L'eau se met à tomber non pas d'une pomme d'arrosoir, mais d'un grand baquet basculé d'un coup sur la terre. Tout devient eau. Le noir, soumis aux éléments, attend la fin de la démonstration accroupi devant son feu qui enfume la case. Quand la colère du ciel sera passée, il réparera les dommages subis par sa maison s'il n'est pas trop paresseux. La panthère s'est dressée contre le tronc d'un arbre et a laissé l'ondée ruisseler sur son pelage. Les animaux de la brousse se sont réfugiés dans les sous-bois. Si vous vous trouvez en forêt, sortez-en au plus tôt. Ou, si vous êtes surpris, réfugiez-vous dans les contreforts en forme d'ailettes de torpilles des grands arbres. Une de mes chrétiennes fut, il y a quelques années, décapitée, comme au Yatangan, par la foudre. Au bord d'un marigot où elle distillait l'alcool de maïs, on retrouva sa tête à 50 mètres du tronc.